De plus en plus, je le crois, je le pense, le métier d'accompagnement, de thérapeute, de praticien va prendre énormément de place. Il faut réglementer, il faut faire quelque chose. Dans l'inconscient général, Doctolib, je cherche un docteur, un chirurgien. Je ne cherche pas forcément un naturopathe, un sophrologue. C'est un travail aussi de conscience de dire qu'il y a le corps médical, il y a ceux qui sont autour qui aident aux soins aussi. Dire Doctolib et trouver quelqu'un qui n'est pas un docteur, donc qui n'a pas un doctorat, qui n'a pas fait des études dans ce sens-là. Malheureusement, ça ne permet pas à des activités comme les vôtres d'être mises en avant, alors qu'effectivement, ça aide pour beaucoup d'affections de longue durée et de pathologies qu'on peut avoir. Pas d'animosité par rapport à ça. Hein. Je trouve que ça a été fait de façon un peu violente, parce que je vous dis, depuis la polémique, moi ça fait depuis le mois d'août que je les appelle en disant, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, je ne sais pas, je devais sentir qu'effectivement ça allait nous porter préjudice, mais je ne pensais pas que ça allait se faire de façon aussi violente. Mais ça fait un moment que je les appelais en disant, est-ce que vous ne voulez pas communiquer sur les certifications des praticiens que vous avez enregistré au sein de votre plateforme? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Alors on me disait oui, on est en train de travailler dessus, etc. Mais bon, voilà, ça a été de façon un peu brutale. Donc voilà, on essaye maintenant de trouver des solutions. Passer par la réglementation, peut-être que les pouvoirs publics aussi, il faudrait peut-être que maintenant ils se rendent compte que ces médecines complémentaires ont de plus en plus de place en France. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les accompagner pour qu'ils s'intègrent aussi dans ces parcours médicaux et de façon, à ce moment-là, réglementaire, au niveau de la jurisprudence aussi, pourquoi pas. Voilà, on a un cadre, on a des règles qui permettent ça. Donc faisons-le, soyons un peu courageux et faisons-le. Il va y avoir de plus en plus, vraiment de plus en plus de médecine alternative. Il y a un besoin réel d'être formé, que ça soit réglementé. Un médecin et un sophrologue ou un naturopathe ou tout autre, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même chose. Un naturopathe ne vous opérera pas du genou, ne vous fera pas passer une radio, voilà. Et un médecin généraliste, votre médecin généraliste vous fera très peu travailler sur des exercices de respiration ou même de visualisation. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Et justement, par rapport à ça, par rapport à la sophrologie, nous avons établi un petit peu le terrain de ce qu'était. On a survolé un tout petit peu. Je sais que vous pouvez encore rentrer plus dans le détail, Sandrine, je le sais. Je sens chez vous une envie de vouloir. De partager, oui. Sur cette belle méthode, oui. Ça va être le moment. Ça va être le moment de pouvoir se dire que, ok, aujourd'hui, c'est vrai que vous accompagnez aussi des personnes qui ont le cancer, mais il y a aussi des personnes que vous recevez qui sont diabétiques et vous faites une différence aussi, bien évidemment, puisqu'il faut en faire entre guillemets, une différence entre les personnes qui sont diabétiques de type 1 et des personnes qui sont diabétiques de type 2. Vous avez préparé une petite partie par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'en parler plus en détail sur ce qui concerne le diabète? Bien sûr. Alors sur le diabète, la sophrologie, elle va intervenir à un triple niveau en fait. Un petit peu comme cancer. Il y a d'abord la prévention où elle peut avoir sa place. Pour être peut-être un peu plus parlant, je vais vous donner, en 2018, vous avez peut-être connu au diabète. C'est un programme en fait qui a été mis en place par le ministère de la Santé en partenariat avec la CPAM. Et en fait, c'est un programme, puisqu'il n'est pas encore terminé, je crois, d'expérimentation de prévention du diabète du type 2. Alors, j'évoque celui-là, mais on parlera du type 1 tout à l'heure. Chez des personnes qui étaient à haut risque. Donc, c'était des personnes qui n'avaient pas encore de diabète, mais qui présentaient des risques qui potentiellement pouvaient les amener vers un diabète de type 2. Moi, je pars de cet exemple-là parce qu'en fait, ce programme, il est basé sur 3 axes qui étaient l'activité physique, qui est très importante dans la prévention du diabète, puis bon, voilà, la lutte aussi contre la sédentarité, l'alimentation, vous en parliez tout à l'heure, parce qu'elle est très importante en prévention aussi. Alors après, même quand le diabète est installé, elle est très importante aussi. Et puis, il y avait un 3e volet qui était le soutien au changement. Et dans le soutien au changement, il y avait la gestion du stress. Donc là, il y avait des sophrologues qui intervenaient pour, dans la vie de tous les jours, essayer de faire descendre le niveau de stress, etc. Parce qu'on sait aussi, vous le savez d'autant plus, que certains diabètes peuvent être déclenchés par des
des troubles ou des chocs traumatiques. C'est mon cas, effectivement, suite à un choc émotionnel, où je reviendrai peut-être un jour là-dessus, ça m'a directement déclenché. Voilà. Les causes sont plurifactorielles. Donc, dans ce cadre de prévention, on s'est rendu compte que d'agir aussi sur cet axe-là était aussi important que le reste. Donc, il y a encore des sophrologues qui s'articulent sur ces 3 axes-là, qui interviennent, et puis qui permettent de faire garder ou de trouver des solutions pour garder la motivation aussi, parce que quand on doit changer sa façon de s'alimenter, quand on doit changer sa façon de bouger, intégrer le sport, etc., mais il faut rester motivé aussi. Donc, si vous voulez, ça s'articulait dans ces axes pour avoir une vision beaucoup plus globale de l'accompagnement en prévention. Alors, il va y avoir, ce serait intéressant de voir ce que ça donne au niveau de ce programme-là. Je serais très, très, très curieuse de voir ce qui a été mis en place. Et alors, c'était sur 3 sites géographiques, puisque il y avait un programme qui a été mis en place en Seine-Saint-Denis, dans le Bas-Rhin et à La Réunion. Et en fait, c'est vraiment un programme expérimental pour voir si, en appuyant sur ces 3 axes-là, on pouvait réduire la possibilité d'avoir un diabète, en fait, le risque d'avoir un diabète. En complément, faut savoir que ces 3 zones que vous avez indiquées, le Bas-Rhin, la Réunion et la Seine-Saint-Denis, sont des zones aujourd'hui géographiquement qui sont très, 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 très touchées, beaucoup plus que la bonne partie de la population par le diabète. Donc effectivement, c'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur ces zones-là. Aussi, c'est parce qu'en termes de prévention, ce qui joue, c'est la qualité de vie, en fait, votre mode de vie. Voilà. C'est pas neutre que ces 3 zones géographiques aient été choisies. Donc ça, c'est dans le cadre de la prévention. Et ensuite, dans l'accompagnement, c'est-à-dire quand vous avez un diabète de type 1 déclaré ou un diabète de type 2 qui a été déclaré, eh bien l'approche va être légèrement différente, mais on est toujours sur les mêmes axes de travail. Alors sur le type 1, ça va être plutôt, parce qu'on sait on ne guérit pas pour l'instant, peut-être que ça changera, il faut toujours espérer, puis la recherche avance encore là-dessus, mais ce sont des diabètes qui pour l'instant ne peuvent pas être guéris. Et dans ce cas-là, le sophrologue, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais, que j'accompagne, il agit sur 3 axes. Déjà, c'est d'apprendre à vivre avec la maladie, mais aussi de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi aussi, parce qu'il y a certaines cellules qui sont malades, puisque c'est des cellules qui ne fabriquent plus d'insuline dans le cadre du type 1. Je ne suis pas médecin, mais bon voilà, je un peu le sujet. Vous avez bon. Moi je ne suis pas médecin non plus, mais je dis que vous avez bon. Non, vous avez bon. Ça va, donc je peux continuer. Et donc dans ce cas-là, c'est de se dire oui, il y a des cellules qui ne fonctionnent plus, mais toutes les autres cellules de votre corps continuent à fonctionner. Et donc c'est peut-être de dissocier, la maladie fait partie de vous, mais elle ne vous caractérise pas. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On accompagne en disant, bon, ok, vous avez une particularité, vous avez le diabète. C'est ce qui fait peut-être aussi votre force. Donc, on va aller chercher les ressources propres des personnes que l'on accompagne afin qu'elles fassent au mieux un chemin avec cette maladie. Un petit peu comme vous l'avez fait aussi avec le sport, en disant que vous êtes professeur de sport et c'est finalement ce potentiel-là, ces ressources-là qui vous permettent de gérer au mieux votre diabète. Donc, sur le diabète du type 1, on va travailler sur ces axes-là. Et sur le diabète de type 2, on va avoir plusieurs axes, puisqu'on sait que celui-là, on peut réduire en fait le taux de sucre dans le sang par un mode de vie. C'est ce qu'on appelle en fait par les mesures hygiéno-diététiques. Donc nous, on va s'inscrire dans ce cadre-là, dans le cadre de ces mesures hygiéno-diététiques. Alors le médecin, il va agir, il va vous proposer, le nutritionniste et la diététicienne va agir sur l'alimentation, sur ce que vous pouvez manger, etc. Nous, sur l'alimentation, on va essayer de proposer, par exemple, de ne pas manger ses émotions. C'est une formule un peu, en gros, de voir quel est votre rapport à l'alimentation. Pourquoi c'est un rapport qui peut être conflictuel, non apaisé, etc. Donc là, on va travailler sur ça. Ensuite, sur l'activité physique, c'est peut-être se donner, accompagner les gens pour qu'ils restent motivés, puis qu'ils s'inscrivent dans cette idée de prendre soin de soi. Quand on fait du sport, c'est pas une contrainte, on prend soin de soi. Et finalement, pour s'inscrire dans cette démarche, le sophrologue, il va travailler sur pourquoi il faut prendre soin, enfin, il n'y a pas de il faut ou il y a qu'à, mais pourquoi on va travailler sur cet axe-là, c'est parce que tout simplement,
Si on a un peu d'estime de soi, si on a un peu d'amour pour soi, on va faire en sorte que notre vie nous permette d'aller vers le chemin de la bonne santé, en fait. Il y a l'aspect aussi psychologique. Là, c'est très important dans l'accompagnement que l'on va proposer, où on va travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, reprendre aussi confiance en son corps, parce que quelquefois, quand on a des maladies chroniques, on a l'impression que on peut plus se fier à son corps puisqu'il dysfonctionne. Sauf qu'il n'y a qu'une partie qui dysfonctionne. Et le reste du corps, le reste de votre métabolisme vous permet de continuer à vivre, à travailler, à aimer, à faire des choses dans la vie courante. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. On va rester focalisé sur le positif. Et pourquoi pas potentialiser, en fait, le fait que vous fassiez face à cette maladie de façon plutôt positive. Et puis, le dernier axe, c'est travailler aussi sur le sommeil. On sait que le sommeil peut avoir des répercussions sur l'obésité, sur aussi le niveau de sucre dans le sang quand on est diabétique. Donc, on va pouvoir accompagner aussi les personnes qui dorment mal, qui ont des insomnies, etc. Donc, avec des méthodes qui nous sont un peu propres, mais des outils que l'on transmet. En fait, à la fin, moi, des accompagnements, ce que je souhaite, c'est que la personne qui est venue me voir, elle puisse utiliser au quotidien tout ce que je lui ai transmis. Voilà. À la fin, moi, je peux m'effacer et elle est maître de sa vie, de sa maladie. Elle devient un peu actrice aussi de sa maladie et elle utilise les petits outils que j'ai transmis pour la vivre de la façon la plus douce possible, quoi. Voilà. Vous m'avez dit quelque chose que j'utiliserai, ne pas manger ses émotions. Vous n'êtes pas diététicienne, mais vous touchez un point qui est très 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 important. C'est que avec le diabète vient tout un tas de choses aussi autour, notamment l'aspect mental. Je suis triste. Là, on rentre en hiver. Bon, c'est vrai que la France, c'est pas non plus. Enfin, on vit pas à Hawaï non plus. Il fait pas 25 degrés tous les jours, mais on rentre dans des périodes qui sont beaucoup plus froides, beaucoup plus obscures. Donc, effectivement, ça peut jouer sur nos émotions et on va avoir tendance à jeter sur la nourriture. Moi, j'aimerais que vous nous donniez une petite technique de sophrologue, pour instantanément aller mieux. Je sais pas, peut-être que vous pouvez nous parler de la cohérence cardiaque ou un petit. Et oui, Sandrine, je me suis renseigné, un tout petit exercice comme ça qui nous permettrait de faire redescendre la pression, d'aller un tout petit peu mieux. Alors, la cohérence cardiaque, c'est pas une méthode, enfin, on l'utilise en sophrologie puisqu'on utilise vraiment la respiration, mais la cohérence cardiaque, elle a été créée aux États-Unis. C'est une jeune fille qui a une trentaine d'années, je crois, et qui agit sur le système nerveux autonome. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on l'utilise. Il y a plein de respirations. Il y a la respiration carrée, la respiration, la cohérence cardiaque, etc. Mais pourquoi on les utilise? Parce que comme elle fait descendre et qu'elle équilibre le système nerveux autonome, eh bien, en fait, avant de se jeter sur un paquet de gâteaux ou un paquet de chips, si vous prenez 5 minutes, et puis il y a des applications qui sont très bien pour ça. Moi, je cite Respirelax parce qu'elle est gratuite. Mais ça vous permet, sur votre portable, de se dire, bon, allez, avant de me jeter sur le paquet de chips, je vais respirer 5 minutes, etc. Et vous verrez qu'en fait, vous n'êtes pas sur le même rapport à l'alimentation. L'idée de se focaliser un petit peu sur sa respiration avant d'aller manger ou être sur une pulsion alimentaire, c'est de se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment faim? Là, je vais manger. C'est se poser des questions, tout simplement. Et puis d'enlever la culpabilité. On pourra en parler après, mais c'est aussi travailler là-dessus. Bon, ok, j'ai envie de manger un paquet de chips. Pourquoi j'ai envie de le faire? Pourquoi j'ai envie de le faire là, maintenant? Est-ce que c'est mon travail qui me stresse? Est-ce que j'ai des choses à la maison qui me préoccupent et c'est pour ça que j'ai envie d'aller manger, etc. En fait, on fait un arrêt sur image au moment où on a envie d'aller manger. Donc, c'est tout simple, de se dire, vous prenez 5 minutes. 5 minutes, c'est court et à la fois long quand on est focus sur sa respiration. Et c'est de se dire, je respire. Alors, la cohérence cardiaque, elle est définie comme inspirer sur 5 secondes, sur 5 temps, et expirer sur 5 temps. Moi, j'aime bien la faire de façon progressive parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Donc, je le fais progressivement. Je commence sur 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire, et puis je monte. 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire, et puis on monte sur 5. Et puis on redescend. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Voilà. Si vous faites ça tous les jours, vous verrez que déjà, le rapport que vous avez à l'alimentation va se modifier parce que vous allez prendre un petit temps pour vous pour faire un arrêt sur image et plus être dans une pulsion, en fait, tout simplement.
compulsion alimentaire ou autre. Il y a d'autres addictions, alors elle peut être alimentaire, mais il peut y avoir aussi le tabac, où on va manger, on va fumer, voilà, on est à peu près dans la même logique. Et cette petite technique, elle est toute simple puisque vous prenez ça 5 minutes dans la journée. Et puis, il y a une technique, moi, que j'aime bien utiliser quand on va apprivoiser son rapport à la... Gérer, j'aime pas trop. Moi, apprivoiser, je préfère. Son rapport à l'alimentation, ou même au sport, c'est de se préparer comme le ferait un sportif et de se visualiser en se disant, bon, voilà, tu vas essayer de visualiser ta journée de demain, par exemple, tes différents repas. D'abord, combien de repas tu prends par jour ? Est-ce que tu en prends 3 ? Est-ce que tu grignotes ? Comment tu fais ? Essayer peut-être d'établir justement quelque chose de plus régulier et pas d'intempestif. Et dans ce cas-là, tu vas te projeter et tu vas essayer, comme un sportif le ferait en se préparant, le tennisman, on le sait, il se prépare à voir le geste, à peut-être anticiper sur le geste de l'adversaire, etc. Ben là, on fait la même chose. On va essayer d'imaginer une journée idéale avec le petit déjeuner qu'on va prendre, 5 minutes en respirant avant de prendre son bol de thé, pareil au déjeuner, pareil au goûter si vous avez envie d'avoir un goûter. Et pareil sur le repas du soir. Donc, on se prépare mentalement. Alors, pourquoi on le fait ? Parce que ça paraît bizarre. On dit, tiens, se préparer pour aller manger, c'est quand même un peu bizarre. En fait, tout simplement parce que dans les maladies chroniques et dans ce stress qu'on n'arrive plus à maîtriser, on fonctionne de façon ancestrale. C'est-à-dire que le cerveau, il se dit, je fonctionne uniquement vers les pensées négatives. Parce que si jamais il m'arrive quelque chose, au moins, je suis préparée et je peux me sauver. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de façon ancestrale. Sauf que de nos jours, il n'y a plus ce danger-là de vie ou de mort. Donc, avec ces techniques où on va prendre le temps de décontracter les muscles, parce que quand les muscles se décontractent, on envoie un signal au cerveau en se disant « Là, tu es en sécurité, tout va bien, mon gars, tu n'es pas obligé d'être dans l'hypervigilance. » C'est aussi apprendre à faire ça, se dire on n'est plus dans l'hypervigilance. Alors, ok, on a des rythmes qui ne sont pas du tout calés sur nos rythmes physiologiques, mais à nous de réinstaurer, que ce soit dans le transport, que ce soit au travail, on fait une micro-pause, on va respirer, on ouvre la fenêtre, à nous d'instaurer ça. Et en faisant ça, vous faites redescendre un petit peu le niveau stress, et quand vous faites ça, vous faites redescendre aussi votre niveau de diabète aussi. Voilà. C'est de se dire, je vais reprogrammer. Ok, toi, tu es le cerveau est dans un mode de fonctionnement un peu faire face aux événements négatifs. On va reprogrammer pour se dire, là, il n'y a pas mort d'homme. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça se passe bien avec ta gestion de diabète, ta gestion de ton insuline, etc., etc.